Arrivé. Avant toute chose, nous voudrions vous remercier chacun d'entre vous, bien sûr, d'avoir pris le temps de se joindre à nous aujourd'hui. Nous souhaitons également souligner que nous ne sommes pas experts dans les domaines abordés aujourd'hui. Le but de cette conférence, c'est avant tout de partager nos connaissances et notre intérêt sur les sujets suivants. Donc, avant de commencer cette première conférence sur les technologies de stockage à venir, permettez-moi de présenter mon équipe. Donc, je suis Jérémy Harika, je suis accompagné de mon collègue Youssef Medjadji et de mon collègue Jonathan Ascou. Bonjour à tous. Ensemble, nous avons préparé une présentation qui, nous l'espérons, sera à la fois instructive et divertissante. Au cours de cette conférence, nous allons explorer les avancées historiques et les progrès à venir dans le domaine du stockage technologique. Au programme, stockage ADN, mémoire holographique et mémoire quantique. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons veiller à rendre ces sujets accessibles même aux plus novices. Notre objectif est que chacun puisse suivre et en apprendre davantage dans ce domaine. Aussi, n'hésitez pas à poser des questions tout au long de la présentation. Nous avons plaisir d'y répondre à la fin de la conférence, au mieux de nos capacités, bien sûr. Et donc, pour commencer, nous allons parler brièvement de l'un des moyens les plus anciens pour stocker des données. Avez-vous déjà entendu parler des stockages sur les tablettes antiques? Non, pas du tout. Très bien. Donc les tablettes antiques étaient en fait des outils couramment utilisés dans les civilisations anciennes pour l'écriture ainsi que la communication, fabriqués à partir de matériaux tels que l'argile, le bois ou la cire. Et comme vous pouvez l'imaginer, la quantité de données stockées et la durabilité était très limitée. Pas fou. Et Jonathan va vous dire un peu plus sur les types de données. Avec plaisir. Donc les méthodes et unités utilisées pour mesurer les données ont beaucoup changé dans le temps. Vous imaginez bien que sur les tablettes antiques, on n'utilisait pas les mêmes technologies que de nos jours. Donc juste avant de nous plonger plus profondément dans les technologies de stockage plus modernes, j'aimerais brièvement vous parler des unités de mesure du stockage informatique de nos jours. Ce qui nous intéresse sur cette diapo, ce sont les octets. C'est une unité la plus communément utilisée, comme je l'ai déjà dit. Retenez simplement que 1 kilooctet est égal à 1000 octets, comme vous le voyez. 1000 mégaoctets est égal à 1000 kilooctets. Et 1 gigaoctet est égal à 1000 mégaoctets. Vous pouvez continuer de la même manière, ainsi de suite, comme vous pouvez le voir sur le tableau. Ceci étant dit, nous allons maintenant faire un bond vers le 19e siècle, avec Jérémy, qui va vous parler d'une des premières technologies à avoir réellement révolutionné le stockage des données, la fameuse carte perforée. C'est incroyable. Merveilleux. Alors, la carte perforée, donc effectivement, elle a joué un rôle essentiel dans l'histoire des technologies et son évolution a été quand même très marquante. Donc, les cartes perforées sont arrivées aux alentours du 19e siècle. Elles ont été notamment utilisées pour les métiers à tisser, jacquard. Personne ne connaît la marque, elle n'existe plus, mais voilà. Elles permettent du coup des créations de motifs assez complexes sur les tissus, ce qui n'était pas possible avant. Enfin, si, mais du coup, c'était à la main. Ces cartes perforées contenaient des informations codées sous forme de perforation disposées du coup en ligne et en colonne. Ça fonctionnait plutôt bien, c'était simple, c'était efficace. Et ensuite, la carte perforée n'a cessé d'évoluer et est arrivée à son apogée dans les années 1940-1950, lorsqu'elle a été utilisée, notamment pour le stockage informatique. Ah oui, ça a duré longtemps. Oui, plutôt. La carte perforée que vous pouvez voir sur cette diapo est l'une des dernières évolutions apparues dans les années 60. Dans le même temps, il y a eu un avènement des supports de stockage magnétique comme les disques durs et les bandes magnétiques. Donc les bandes magnétiques, pour que ce soit plus simple pour vous, pensez aux cassettes de l'époque. C'est ce qui représentera le mieux. Les supports magnétiques offraient une plus grande capacité de stockage et des temps d'accès plus rapides. Vous avez très certainement déjà utilisé une cassette audio jusque-là, je pense que je ne vous perds pas. Le bon Walkman à l'époque. Ouais, exactement. Et comme la cassette audio, la bande magnétique fonctionne en enregistrant du coup les signaux magnétiques sur des minces bandes de matériaux enduits de particules magnétiques. Dans l'informatique, les bandes magnétiques offraient beaucoup de stockage en fait, et c'est devenu un incontournable. Restauration, transfert de données entre les systèmes, ça faisait très bien le café. Et malgré son déclin en tant que support de stockage, les bandes magnétiques sont encore utilisées notamment dans la conservation de données et l'archivage. Donc voilà. Mais nous en reparlerons plus tard. Je ne vais pas continuer pour l'instant. Je vais vous laisser avec Jonathan, donc, qui va parler des premières technologies numériques qui ont bouleversé l'informatique. Et oui, on va parler bien sûr, comme vous pouvez le voir, du disque dur. Mais avant tout, on va quand même parler des autres, les CD, les DVD, les SSD, les clés USB. Qui sont très cool. Il y en a énormément. Voilà, vous les connaissez certainement, peut-être pas mieux que moi, mais vous en connaissez pas mal.
Un On va panel, tout d'abord un panel. commencer par parler donc, du disque dur traditionnel ou mécanique, si vous préférez, celui que l'on voit sur la diapo actuellement. Ce type de disque dur, il est arrivé en début des années 50, mais il se compose de disques circulaires empilés, recouverts d'une fine couche magnétique. C'est pas comme une bande magnétique, Voilà. c'est plutôt des disques assez imposants. Mhm. Et ces disques sont montés sur des axes, donc, et ils tournent à grande vitesse. Et ils sont stockés, comme on peut voir sur la slide, dans un boîtier hermétique. À l'intérieur, on a également des têtes qui viennent lire sur ces disques les données et les écrire, bien évidemment, parce que l'un va avec l'autre. Effectivement. Avec toutes ces pièces qu'on vient d'énumérer, Mhm. vous devinez bien que tout ça est assez fragile. Et c'est pour ça aussi qu'on les appelle les disques durs mécaniques. Les premiers modèles des années 50, ils pouvaient seulement stocker quelques mégaoctets. À cette époque, les disques durs étaient super volumineux, pas comme celui de l'image par exemple, et leur utilisation était principalement réservée pour les grands systèmes d'information. Mhm. Progressivement, dans les années 90, 2000, la capacité de stockage, elle a augmenté énormément. Bien sûr. Vous en doutez, vous Bien connaissez un peu l'histoire. Mm. Les disques durs de cette époque, ils pouvaient atteindre quelques centaines de mégaoctets, Mhm. et c'était déjà pas mal. Pas mal. Pour oui, l'époque. Pour l'époque. Et un peu On est plus d'accord. tard, en approchant vers les années 2000, on a enfin atteint le gigaoctet. Ça a été quelque chose d'incroyable pour l'époque. La révolution. Une révolution, quelque chose de dingue. Les capacités ont ensuite progressivement augmenté, comme pour toute technologie, Mhm. permettant aux utilisateurs de pouvoir stocker des fichiers multimédia comme les images, les vidéos, la musique. Les photos de vacances, tout ça. Voilà, Mm. pendant les années 2010 et 2000, ça a été C'est ouais, Ok. très populaire. très courant. Ok. Les disques durs donc, ont continué à évoluer jusqu'à notre temps, où maintenant, bien sûr, on est dans des capacités de stockage de la hauteur du téraoctet. Mais maintenant, nous allons devoir faire un petit retour en arrière, parce qu'au final, le disque dur, Il a il parlé dans les il années était apparu 50. dans les années 50, mais entre-temps, il s'est quand même passé beaucoup de choses, même s'il est toujours présent de nos jours. Mm. La slide est arrivée un peu rapidement, mais Mm. il y a eu la disquette Et qui ça, est me, passée. et ça me fait une très belle transition, effectivement. Donc là, comment ne pas passer outre la disquette, qui est pour les plus nostalgiques un élément très prépondérant, surtout dans les années 80-90, malgré qu'il soit qui ait été inventé en 1960. Elle offrait en fait une méthode pratique et portable pour stocker et transférer des données, Mhm. ce qui est incroyable, vous Ouais. conviendrez. Et elle, elle a été déclinée sous divers formats. Comme vous pouvez le voir, je ne vais pas tous les citer, mais gardez juste en tête que plus c'est grand, plus c'est vieux et du coup moins performant. Très Et, bien. je voulais savoir, avez-vous des souvenirs de CD pour écouter de la musique ou pour stocker des données? Oui, je me Ouais. souviens, tu sais, les espèces de gros carnets dans lesquels tu avais plein de CD qu'on rangeait avec Ouais. les vidéos un peu embarrassantes de famille. Ouais, je vois. C'est ça, mais très bien. C'est exactement ça. Donc le CD ou le disque compact, pardon, pour être exact, c'est le support optique qui a révolutionné l'industrie de la musique et du stockage de données dans les années 80-90 aux années 2000. Diverses déclinaisons ont vu le jour, notamment les CD-ROM, largement utilisés pour la distribution de logiciels ou de jeux vidéo Ah, par comme exemple. dans les paquets de céréales. Oui, voilà, Voilà. tout à fait. Ouais, Tout oui. à fait. Ou la PlayStation. Hmm. C'est ça. Et ensuite sont apparus les CDR et les CDRW. Donc, qu'est-ce que c'est? C'était pour graver des données, musique ou vidéo, sur les CD vierges, en fait. Et Ah, ça, ensuite, on a fait. Hein. Ça, c'est on a c'est connu. ça, hein. on en a eu pas mal. Et ensuite vient le DVD, le Blu-ray, donc ont permis d'augmenter énormément les capacités de stockage, passant initialement de 700 mégaoctets pour les CD à environ 5 gigas pour les DVD. 4,7. 4,7 pour être précis, exactement. Merci. Et plusieurs dizaines de gigaoctets pour le Blu-ray, pardon. Mais malheureusement, entre les plateformes de streaming, les disques durs portables et les clés USB, tous ces supports en fait sont de moins en moins utilisés. Et tant qu'on en parle, Jérémy, pourrais-tu nous en dire plus sur les clés USB et la mémoire flash? Alors, la mémoire flash, du coup, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, la mémoire flash, ça fonctionne comment? Ben, en fait, c'est quelque chose que vous connaissez tous. Donc, que ce soit les clés USB, que ce soit des cartes SD, des appareils photo, voilà, grosso modo, à quoi ça correspond, la Dans les mémoire flash. smartphones aussi. Ouais, Exactement. dans le smartphone, Et en fait, la mémoire flash, ben, c'était très simple. En fait, c'est des cellules de mémoire à semi-conducteurs qui retiennent des charges électriques et qui représentent les données. Une des caractéristiques de la clé de... Enfin, de... Oula,
la mémoire flash plutôt, c'est la rapidité d'accès en fait. C'est-à-dire que vous avez votre ordinateur, vous branchez, ça y est, vous y accédez, et c'est assez efficace. En plus de ça, c'est très peu contraignant à transporter, ça a quasiment pas de consommation, et au fur et à mesure des années, la mémoire flash s'est très vite non seulement démocratisée, mais aussi très vite développée. Pour vous donner de quoi pouvoir vous situer à peu près, quand on était dans les années 2000 et qu'on avait les téléphones avec justement des cartes mémoire pour étendre la exact. donnée, on avait quelque chose comme 16 gigas, ce qui n'est pas beaucoup, mais ce qui n'est quasiment plus vendu aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, faible, mais voilà, avec les avancées technologiques, c'est allé beaucoup plus vite au final. Et oui, beaucoup plus vite en effet. Le prochain slide, s'il vous plaît. La régie, c'est un peu compliqué. Ça va se passer. Donc du coup, la mémoire flash, elle s'est déclinée, oui, sous forme de... on la retrouve maintenant dans les supports SSD. Donc c'est le remplaçant du disque dur. Vous avez même très certainement un actuellement dans votre ordinateur. Ah, Les plus modernes, mhm. on sont tous équipés. Et contrairement aux disques durs traditionnels, les disques durs contiennent pas de partie mécanique, comme on a vu précédemment. Ça les rend plus rapides, plus fiables, et leur durabilité beaucoup moins aléatoire. On peut la quantifier de manière assez précise. Ok. Ils ont cependant un coût au gigaoctet plus élevé, de par du fait que la technologie est quand même plus récente. Ok. La démocratisation donc, de la mémoire flash, que ce soit dans les SSD ou dans tous les objets que tu as pu énumérer juste avant, d'une manière générale, et l'Internet très haut débit, tout ça, ça a été vraiment un catalyseur pour l'émergence de notre prochain sujet, le stockage cloud. Et en effet, donc le cloud, en fait, c'est la solution un peu à la mode en ce moment. Donc en fait, il offre aux utilisateurs une expérience de stockage et d'accès à une multitude de services. Donc quand je dis multitude de services, vidéo, musique en streaming, services de messagerie et beaucoup d'autres. On passe pas à travers de nos jours. Hein. Effectivement, dans quasiment tous les services que tu utilises aujourd'hui, il y a du cloud. Et tout ça de manière pratique et disponible partout. Et en fait, seulement à l'aide d'une connexion Internet. Donc tu te branches, tu payes ton abonnement et tu as accès à du cloud. Et les professionnels, du coup, on pourrait citer les grandes entreprises ou de façon générale, secteur financier, médical, les mairies ou autres. Dans l'entreprise moderne aujourd'hui, le cloud est un peu une nécessité en fait. Il joue un rôle essentiel et incontournable. Les entreprises se retrouvent avec une quantité considérable de données à gérer. Et les data centers traditionnels nécessitent des investissements importants en termes d'infrastructure et de coûts. Donc ici, la solution du cloud, en fait, vient alléger le tout. Et les data centers atteignent également aussi en fait, une limite de capacité et d'évolutivité, là où les clouds en fait, peuvent être mis à jour un peu plus facilement. Beaucoup plus imposant comme système. Les fournisseurs de cloud, eux, quasiment, ils gèrent en fait des infrastructures à une échelle beaucoup plus grande que les data centers auxquels on pense d'habitude. Oui, après, ils les fournissent à d'autres personnes. Okay. Exactement. Super. En fait, c'est tout. Hein. Voilà. On a fait le tour. Et là, vous posez certainement la question, pourquoi Jérémy nous parle de tout ça? C'est très simple en fait. L'explosion des données numériques soulève des questions importantes et comme vous pouvez le voir dans ce graphique, le volume de données que nous produisons est exponentiel. Mais je laisse ce chiffre, donc Jonathan, qui va nous expliquer un peu plus en détail. Merci. Donc oui, en effet, comme on voit sur le slide, la quantité de données que nous produisons depuis les 25 dernières années est complètement exponentielle. Donc dans les années 2010, comme vous pouvez le voir, on estimait notre production de données à 2 zeta-octets, en 2015 à 15 zeta-octets, puis 64 zeta-octets en 2020, et bientôt, pour 2025, on estime que nous produirons 180 zeta-octets. À cette allure, l'espace des data centers vont occuper des espaces beaucoup trop importants. Ça va être vraiment une très très grosse problématique. Et selon certaines études, il représenterait actuellement 1/1000e de la surface émergée de la planète, ce qui est déjà considérable. Et si on ne change rien, d'ici 2040, le territoire qui sera occupé sera du millième. Donc je vous laisse imaginer, il va falloir faire quelque chose. On ne peut pas rester comme ça. Je ne vous mentionnerai pas donc du coup le problème sur les énergies qui vont avec. On aura une conférence sur le Green IT qui viendra juste après celle de la cybersécurité qui répondra
peut-être à ces questions, mais à beaucoup d'autres choses sur le sujet. Et j'espère du coup que vous êtes quand même toujours avec nous. Parce que là, du coup, on va rentrer dans un cas un peu plus pratique, c'est-à-dire qu'on va parler de nouvelles technologies, donc qui sont soit en cours de développement, soit qui sont à l'état de projet toujours. Mais du coup, je laisse Youssef vous en parler. Tout à fait. Donc, les data centers dans l'eau. Wow, des data centers dans l'eau. Oui, effectivement, vous m'avez très bien entendu. Parmi les solutions, en fait, les solutions envisagées pour pallier aux problèmes liés aux sauvegardes des données et à la sécurité, Microsoft a mené l'expérience en 2018 avec le projet NATIC d'héberger en fait des data centers sous l'eau. Si l'idée aujourd'hui semble farfelue, elle a pourtant porté ses fruits. En effet, cette solution présente plusieurs avantages, notamment la durée de vie due au fait de la diminution des risques contre les chocs physiques et les incendies, notamment, qui va donc permettre de renforcer leur durée de vie. Mhm. Mais encore, la mise en service, là où il faut compter approximativement 1 an, 2 ans. 1 an, 2 ans pour les travaux des data centers classiques, Mhm. avec une émergence sous l'eau, ça prendrait approximativement 90 jours, C'est pas long. ce qui est considérable. C'est des gains de temps ouais, quand même Ouais. assez Bah, considérables. plusieurs dans une année, c'est toujours mieux que rien. Oui. Tout à fait, tout à fait. Et sur le fait qu'il y ait peu besoin de maintenance. Pour les data centers, il faut approximativement une fois tous les 5 ans pour rechanger, Mhm. alors que pour les data centers classiques, il nous faudrait à peu près 2 à 4 visites par an. Tu voulais dire pour les data centers sous l'eau. Sous l'eau, oui, pardon. Sous Ah, l'eau, Mhm. 5 Et ans. puis du coup, je suppose qu'ils n'ont pas trop besoin de refroidissement. c'est ça, exactement, puisque l'azote pressurisé transmet la chaleur, ce qui refroidit le tout. Et la cerise sur le gâteau, le data center est auto-alimenté par les courants marins. Incroyable Microsoft, non? Ça va. Ouais, Incroyable. Ils sont forts. Hein. Effectivement. Tac, tac, tac. Et du coup, je reprends et je vais vous parler de l'ADN. Donc, on va partir très loin, restez concentrés. Donc, l'ADN, donc, non, c'est pas ce à quoi vous pensez, c'est pas dans votre corps que sera stockée la donnée, Non. mais plutôt ici, on va parler d'ADN synthétique. Je suis déçu. Non. Donc, l'ADN synthétique, en fait, ça va être des petites capsules, comme celles que vous voyez du coup à l'écran. Dans un premier temps, donc, en fait, ça va permettre de créer de façon synthétique, en fait, en reproduisant le schéma de l'ADN, du stockage, en fait, du stockage. Ce sera basé sur un matériel, du coup, biologique, avec une durabilité exceptionnelle. Et d'après les estimations, donc étant donné que ça reste à l'état de projet, 1 gramme d'ADN pourrait théoriquement stocker des milliards de gigaoctets de données. Et si vous avez bien suivi le cours de Jonathan au début, normalement, vous voyez à peu près à quoi ça équivaut, des milliards de gigaoctets. Et cette densité, au final, c'est ce qui rend l'ADN très attrayant, surtout que beaucoup de problématiques soulevées, au final, vont être réglées, que ce soit pour la préservation, que ce soit la consommation en énergie, ou même l'espace de stockage, parce que si on le compare, par exemple, à des bâtiments qui contiennent des archives, au final, dans des types capsules, ça n'a pas besoin de bâtiment, au final. Oui, On aurait effectivement. limite pu faire C'est ça. la conférence Green IT. Ah, bah C'est oui, ça. pour le coup. Et grâce aux avancées, et ça, tout ça, c'est possible grâce aux avancées en fait en termes de séquençage de ces 50 dernières années en fait. Et en fait, stocker des données dans des brins d'ADN, au final, ce sera peut-être plus une fiction. Fiction. Ce sera peut-être plus une fiction. Ouais. Voilà. Mais à noter quand même que, bien que ce soit à l'état de projet, c'est quelque chose qui avait déjà été soulevé par les travaux du physicien Richard Feynman lors de l'étude du coût de l'ADN. C'était quelque chose qu'il avait soulevé. Mais expliquons brièvement comment ça fonctionne. Donc, pour vous, je pense que ça reste assez clair. Donc, Oui. en informatique, les données Ça. binaires, c'est des 0 et c'est des 1. Tout à fait. Donc, ils seraient transformés en séquences ADN. En fait, et l'idée derrière ce procédé, c'est d'utiliser les 4 bases nucléotidiques qui composent l'ADN, A, T, C et G, pour représenter des données numériques. Et voilà, ça s'arrête là. C'est Ouais. beau. Et Donc, voilà. limite, on pourrait les mettre dans notre corps, peut-être. Dans le futur. Futur. Monsieur, restez concentré, je prie. Maintenant que vous compreniez un peu mieux, nous allons comparer avec les performances de la bande magnétique. Et en fait, on va faire plutôt ça. Donc la bande magnétique, pour résumer, environ 30 ans de vie, 20 teraoctets de stockage, voire même, on va aller jusqu'à des pétaoctets de stockage, un temps d'accès relativement lent et un coût qui est assez bas parce qu'au final, la bande magnétique existe depuis très longtemps, donc le coût a baissé forcément avec le temps. Ouais, La effectivement. mémoire ADN, qu'est-ce qu'elle propose à côté de ça? Plutôt une durée de vie allant jusqu'à potentiellement des milliers d'années, ce qui est beaucoup mieux qu'une trentaine d'années. Là, pour l'instant, on est encore en phase de test. Enfin, c'est toujours quelque chose qui est en développement. Donc, pour ce qui est du stockage, quelques MO ont été, entre guillemets, certifiés pour l'instant, mais ça ira beaucoup plus loin, ça c'est très certainement sûr.
avec des potentiels allant jusqu'aux zeta-octets. Et ensuite, pour le temps d'accès, au final, ce n'est pas tant un problème, vu qu'on va surtout s'en servir pour stocker des données, faire Ouais, de de l'archivage. Ouais, Donc, bien sûr, on pourra toujours accéder aux données, Mm. mais après, la vitesse à laquelle on y Mais le accède, but principal, C'est oui, pas le but. c'est Voilà. le but Et principal comme est toute l'archivage. technologie qui est nouvelle, effectivement, au début, pour la recherche, les coûts sont élevés. Mm. Mais comme pour toute technologie avant, ça va se démocratiser, les coûts vont C'est un baisser. investissement en fait. Exactement, tu as très bien compris, Youssef. On peut imaginer que du coup, le stockage ADN sera certainement une des technologies futures d'archivage et ça va révolutionner le tout. Et ça doit faire sourire nos amis de Green IT. Ils vous en parleront peut-être avec plus de détails de l'impact environnemental du stockage ADN, mais sans plus attendre, en fait, on va changer de sujet. Un sujet lumineux, Mhm. j'ai envie de dire. Voilà. Donc nous allons maintenant, comme vous voyez sur la slide, parler de la mémoire holographique. Bon, je pense qu'il y en a certains d'entre vous pour qui la mémoire holographique, vous allez penser à des images projetées dans l'espace, un peu comme dans Star Wars. Mhm. Mais non, Non. ça fonctionne pas tout à fait comme ça, même si ça reste de la lumière qui est travaillée. Mhm. On utilise la lumière donc pour inscrire des données sur des cristaux en polymère photosensibles en 3 dimensions. Ok. Cette approche innovante, elle offre des avantages potentiellement incroyables pour les data centers parce qu'elle va remplacer les SSD, les disques durs D'accord. traditionnels pour des capacités de stockage et des vitesses d'accès. Au final, comme voilà. ce qu'on a vu avant, c'est un gain de place. C'est Voilà. Ok. là, L'ADN, elle, va permettre à archiver beaucoup. Là, on va augmenter les tailles dans les data centers. Du coup, on va commencer avec une petite slide, enfin même, j'ai envie de dire une petite vidéo qui va vous expliquer un petit peu comment fonctionne la chose. On a la régie qui va s'occuper de tout ça pour nous. Ils font un travail incroyable. Incroyable. Donc, dans un premier temps, pour pouvoir enregistrer l'hologramme, les données que nous souhaitons stocker sont encodées sous forme d'image en 2D. Imaginez une sorte de QR code de smartphone. Le faisceau de données et le faisceau de référence que vous voyez sur la droite sont ensuite combinés afin de pouvoir encoder et stocker l'image sous forme d'hologramme sur le cristal, comme vous pouvez le voir. Ce dispositif utilise des lasers pour enregistrer des motifs d'interférence lumineuse. Ok. À chaque Ok. fois qu'une nouvelle donnée est encodée, le faisceau de référence, comme vous le voyez, a juste à changer d'angle pour choisir un nouvel emplacement où la donnée sera stockée. Il permet donc de stocker plusieurs ensembles de données dans un même volume. Ce qui est plutôt pas mal aussi. Voilà, comme vous pouvez le voir, là vous avez plusieurs Incroyable. données à un même endroit. Ok. Ensuite, pour lire les données, on utilise simplement le faisceau de référence à droite, qui change d'angle, pour diffracter l'hologramme présent sur le cristal. Cela permet de recréer le faisceau de données originel, qui est ensuite capturé, comme vous pouvez le voir, par une caméra. Et ensuite, donc, le rayon de référence peut ensuite changer d'angle, qui permet donc d'atteindre de nouvelles données. On a peut-être la vidéo qui a bugué, je crois. Mais c'est pas grave. Vous avez compris le concept. Après cela, le cristal peut être réutilisé. La régie s'amuse. Essaie de passer la slide Ouais. si tu peux. Voilà. C'est bon. Du coup, comme vous pouvez le voir là, on l'a en gros plan, enfin en assez grande taille. Ce cristal, il peut être effacé juste avec de la lumière UV et comme un CDRW de Oui. l'époque, par exemple, vous pouvez le réutiliser et restocker des données. Au final, ça soulève une bonne question. Au final, on se retrouve à avoir une technologie qui nous permet de stocker énormément, mais en plus de ça, avec une réutilisation, du coup, quasi Oui. peut-être infinie, C'est ça. mais au final, on règle pas mal de problèmes. Après, il reste des problématiques. Comme vous pouvez voir sur la diapo, ça reste un équipement, là vous n'avez peut-être pas l'impression, mais qui est quand même extrêmement volumineux. Mais encore, c'est pas réellement un problème pour du stockage en cloud. Bah oui, Parce quand que même. les data centers en eux-mêmes sont déjà munis d'énormément de disques durs, stockés sur des racks qui sont empilés. C'est qui pas sont la déjà, place qui va. Voilà, c'est c'est pas la déjà place qui va. très volumineux. Et pour l'heure, bon, c'est une piste qui est à l'étude chez Microsoft, c'est pas encore validé. Encore Toujours Microsoft. Microsoft. Encore Microsoft. Parce que bien c'est eux qui sûr, faisaient les data centers sous l'eau ouais. également. Voilà. Ils sont Mais, partout. Ils sont partout. ils ont raison, hein. Il faut avancer. Et du coup, mais quand même, c'est indéniable. L'idée de mettre à profit ce type de stockage donc, dans des solutions de cloud, ça aurait énormément de sens. Effectivement. Donc, après avoir vu de l'ADN et des beaux faisceaux laser à la Star Wars, on va parler de ions et de photons. Vous l'aurez peut-être deviné, on va parler
Le stockage quantique, Je comme pense que énuméré personne au n'avait début. deviné, en vrai. Si on l'avait dit au début de On la avait dit, conférence. on en avait parlé, oui. Et pour tout ça, ça va être Youssef qui va s'occuper de vous présenter. Évidemment, la mémoire quantique. Donc, c'est un sujet ultra passionnant qui, à terme, pourrait bien redéfinir notre manière de manipuler les données. Si je dis cela, c'est parce que la grande différence de l'informatique quantique par rapport à l'informatique classique, que nous connaissons tous, est qu'elle n'utilise pas des bits sous forme de 1 et de 0, comme on a pu le constater avec Jonathan, mais les ordinateurs quantiques utilisent des qubits qui peuvent être à la fois des 0 et des 1 ou des 1, ou des 0 et 0, et ainsi de suite. Ouais, donc Ok. on gagne 2 fois plus de temps. C'est ça, exactement. Et cela est possible grâce à un seul phénomène que l'on appelle la superposition quantique. Ok, Cette spécificité en fait permet à cette technologie de réaliser des calculs en parallèle ok. et les scientifiques travaillent sur différentes approches pour réaliser un stockage quantique fiable et à grande échelle. Et à l'aide des systèmes tels que les ions piégés, les supraconducteurs ou les photons, du coup, on notera cependant que le stockage quantique est un domaine de recherche très complexe et la manipulation de qubits reste toutefois très difficile. Mais malgré tout, le stockage quantique permettrait de stocker et de manipuler les informations de manière beaucoup plus puissante que les autres technologies. Mhm. Et du coup, une fois abouti, j'en suis persuadé que cette technologie prendra très certainement une place prépondérante dans nos vies. Oui, parce que ça fait un moment que c'est en développement. Voilà, c'est en étude et il y a beaucoup de recherches à ce niveau-là. D'ailleurs, il n'y aurait pas un secteur qui pourrait rapidement être impacté? Ah, je sais pas trop, mais je veux bien que tu m'en dises un peu plus, Jonathan. Oui. On parle évidemment de la cybersécurité. Parce que grâce à cette technologie qui permet d'avoir des calculs, comme on l'a dit, Oui, une logique plus puissante. Plus puissante, oui. énormément plus puissantes, ces technologies, elles nous permettraient donc du coup d'atteindre des niveaux de chiffrement complètement indécents et qui du coup nous permettraient d'avoir des mots de passe qui deviendraient inviolables. Vous en pensez quoi? Bah ça, ce sera nos Ça, collègues de la c'est cybersécurité ça. qui en parleront. Voilà. Ah, c'est pas faux. Mais voilà, tout ça pour dire, en tout cas, bah, merci à vous déjà, mes collègues, de m'avoir aidé sur cette... Merci à toi. Merci On à aimerait toi. avoir la slide suivante, s'il vous plaît, la régie. Voilà, on va faire une petite conclusion avant de passer aux questions-réponses éventuelles. Donc, pour faire simple, au final, tout ce qu'on a vu durant cette présentation, c'est que l'évolution du stockage a été quand même assez lent dans ses débuts. Aux alentours des Effectivement, ouais. années 1950, 1960, Mm. c'était assez lent. Et au final, c'est tout à coup de 10 années qu'on a eu vraiment des innovations. Et au final, plus on se rapproche de notre année actuelle, au final, plus on trouve de nouvelles, on va dire, façons de pouvoir rénover le stockage. Pourquoi? Ben, c'est très simple, c'est pour pouvoir pallier aux contraintes et aux besoins, que ce soit professionnel, que ce soit particulier. Les besoins en stockage de données deviennent de plus en plus importants, comme sur le graphe que tu as C'est présenté. exponentiel, comme Tout la à courbe fait. qu'on voit. Exactement. Et du coup, au final, on est en droit de se poser une question assez simple. Est-ce qu'au final, avec les solutions qu'on a pu voir aujourd'hui et au vu des promesses que peuvent tenir éventuellement, que ce oui. soit la mémoire quantique La mémoire ou ATM autre, ou la graphique. exactement, est-ce qu'on ne pourrait pas plus tard parler de mémoire générationnelle, c'est-à-dire réussir à avoir des stockages qui pourraient durer de génération en génération, te dire que toi, demain, tu pourras très bien sauvegarder du savoir, des données, des photos, des vidéos, et dans 4 générations de ta famille, ils pourront visionner le tout et se dire, voilà, en fait. L'ADN. Personnellement, j'ai hâte de voir ça. L'ADN. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire. On vous remercie déjà d'avoir suivi le tout et on écoute les éventuelles questions. Voilà. Voilà. La régie va se faire un plaisir de nous relier quelques-unes d'entre elles. Mhm. S'il y en a, bien sûr. Peut-être qu'il n'y en a pas. Peut-être qu'on a été très bon. Si, effectivement, il y en a une. Dans quel contexte on pourrait mettre en place ce nouveau stockage, comme par exemple l'holographique? Comme dit dans la présentation, l'holographique, ça va être mis en place surtout dans des data centers afin de remplacer les SSD, les disques durs traditionnels, pour pallier aux besoins, tout simplement, en capacité supérieure et en Capacité de vitesse. stockage, oui. Voilà, les temps Mm. d'accès, et toutes les plateformes de streaming qui se démocratisent. Enfin Mm. voilà, les usages. Justement, plus on utilise des données, plus on est à se demander comment les stocker. Et justement, la mémoire holographique Je va pense va pouvoir répondre à ça. Ouais, je pense que le but, en fait, au final, ce serait à terme de ne plus avoir à construire de nouveaux data C'est centers ça. et en remplacer le matériel Mm. déjà présent dans ceux ça, qui sont... faire évoluer C'est les ça. data centers. Exactement, Dans un les- premier temps. Voilà. Une autre question peut-être? On a également une Enfin, autre est-ce que ça répond à la question déjà? En tout cas, oui, ça a l'air de répondre à la question. Alors, on a également une autre question de Romain. Quelle est la nouvelle technologie de stockage que vous pensez qui sera courante dans un futur proche?
Alors, pour Ça, celle ça dépend de l'usage. Ça dépend des alors, usages. pour ce qui est, en tout cas, pour ceux qui ont suivi, en tout cas, pour ce qui est des data centers sous l'eau, c'est déjà en cours, c'est-à-dire que depuis 2018, ça a été réalisé par Microsoft et du coup, c'est déjà en cours. Donc, il se peut que ça devienne une norme, déjà. C'est ce qui a le plus de chances de devenir une norme en ce moment. Après, objectivement, j'aurais tendance à donner un peu de crédit à l'ADN, parce que mine de rien, c'est quelque chose qu'on travaille, peut-être pas dans l'optique de l'informatique dans un premier temps, mais pour tout ce qui est le fait de travailler le Archivage, génome, exactement, Ouais. on a déjà de l'avance. Stocké pendant des milliers d'années, ça reste quand même Donc, je pense un que- attrait incroyable. Comme c'est quelque chose qui a déjà été travaillé dans C'est d'autres domaines, Mm. je pense qu'il y a quand même plus de chances pour Et l'ADN. puis l'ADN est quand même assez avancé. C'est ça. C'est Ouais. juste l'écriture et la lecture qui restent assez lentes, mais Il vient On va y de arriver. baser- il vient de dire à un usage généralisé. Un usage, un usage généralisé. généralisé, Utilisateur. hmm, au vu il y des... en a. Non. Pour moi, aucun, pour l'instant. Aucun. C'est-à-dire qu'il Si n'est on- pas... Excuse-moi. Désolé. Non, j'allais juste dire, si on écoute les scientifiques, le Ouais. quantique, mais ça fait déjà on va peut-être dire des dizaines d'années qu'on en C'est ça. entend parler, Ouais. et malheureusement, bah, c'est toujours pas au point. Voilà. Je pense il y a plus de chances que vous utilisiez des clouds qui soient dans des serveurs sous l'eau. Ça, il y a plus de chances que vous puissiez faire ça de votre vivant. Au moins 10 ans. Mais pour les autres, c'est pas certain. C'est pas certain. Mais il est certain que vous allez avoir des retours d'ici quelques années par rapport aux recherches. qui Après, vont on n'est être, jamais à l'abri. On n'est voilà. jamais à l'abri d'une percée. Donc, Ben voilà. Voilà. Non, on n'a pas d'autres questions. Pardon. Eh bien écoutez, Bah, très écoutez, bien. merci en tout cas à tous ceux qui ont Voilà. suivi. Je Merci pour votre remercie, écoute et on l'espère à très bientôt et passez une agréable journée. ouais, et du coup, merci du coup à tout le monde, toute Ouais, l'équipe, merci. la On va faire régie. transition La sur le prochain groupe. Le prochain groupe, du coup, donc, ce sera Jocelyn. Jocelyn et Joe qui viendront vous parler de la cybersécurité. Donc, on espère que vous allez tout autant apprécier. Donc, il est quelle heure déjà Il est dans une dizaine de minutes. Dans une dizaine de minutes. Vous pouvez retrouver le lien au même endroit que vous avez trouvé le nôtre. Et Et voilà. et Nous voilà. vous souhaitons une bonne journée et on espère que vous avez passé un agréable moment parmi nous. À très bientôt. Et portez-vous bien.